Doyen Zengele, ce n'est pas par rapport à la guerre des clans. Doyen Zengele a deux choses qui parlent pour lui. Pour Bakary, etc. Il n'y a personne là-bas qui connaît Paul Biya comme Zengele, qui est son ami d'enfance. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous parlons de la guerre des clans. Njoya Moussa argumente que la sortie de Zengele, du sénateur Zengele, ex-ministre d'Aïdjo, ex-collaborateur de Paul Biya, n'est pas qu'un fait divers, mais un point à se mettre sur les dents. Je vous prie de suivre et à la fin, Roland Sapi, à travers sa chronique, renchérit ce qu'est devenu la guerre des clans dans notre pays. Suivez jusqu'à la fin et laissez un mot en commentaire. Vous avez évoqué tout à l'heure les clans. Est-ce que vous pensez justement que ce projet de loi concernant le poste de vice-président va accentuer une guerre de clans? Si on a des guerres de clans pour les nominations des directeurs généraux à longueur de journée, vous imaginez ce que ça serait pour la désignation de celui qui devra présider à la destinée des Camerounais, si jamais il y a une vacance de pouvoir au moins jusqu'en 2032 et qui potentiellement pourrait se représenter en 2032. Donc oui, la guerre des clans va être exacerbée. Je ne sais lequel ou lesquels l'emporteront, mais en tout cas, dans tous les cas, ça se fait sans la volonté et sur le dos des citoyens camerounais. Moussa Njoya, ça se lit déjà avec la sortie du doyen Zengele qui a parlé d'un canular au départ? Non, Doyen Zengele, ce n'est pas par rapport à la guerre des clans. Doyen Zengele a deux choses qui parlent pour lui. Premièrement, de tous ceux qui étaient dans la salle là, que ce soit même le président du Sénat, que ce soit Ndato, bien le Sa Majesté Aboubakary, etc. Il n'y a personne là-bas qui connaît Paul Biya comme Zengele, qui est son ami d'enfance. Et il connaît son ami, il connaît même les formules. J'ai mes amis là que quand ils me lisent même, il n'a pas besoin de lire que c'est Njoya, il connaît que ça là, c'est Njoya Moussa qui a écrit ça. Donc même si j'essaie de créer un truc sous anonymat, il va dire que moi je connais comment Njoya Moussa écrit ça. Ça là c'est Njoya Moussa. J'ai mes amis qui disent avec tes affaires de marxiste là vraiment. D'autres disent même ça, certains gars, certains étudiants qu'il faut pas commencer à écrire comme Njoya Moussa, etc. Et tout. Parce qu'on connaît ma manière de faire. Oh, nous tous nous connaissons les tournures linguistiques, les dispositions de nos amis. Marie-Fleur qui est avec Coco tous les jours. Un jour, on lui présente un texte avec les formules phraséologiques. Elle va dire que Marie-Fleur écrit comme ça là depuis quand. C'est pour ça qu'il a dit qu'il pensait que c'est un canular. Parce que de tous ceux, les 222 personnes qui étaient là dans la salle, s'il y a une, il sautait deux. Il connaît Paul Biya plus que Laurent Sommet parce qu'il a commencé à travailler avec Paul Biya avant Laurent Sommet. Eux deux étaient ministres d'Aïdjo. Donc s'il y a quelqu'un qui a causé, qui a mangé, qui connaît les notes de Paul Biya, qui connaît ses plumes, qui a vu Paul Biya chargé de mission, secrétaire général, directeur de cabinet, etc., qui a eu à lire et à relire Paul Biya des centaines de fois, il s'appelle René Zengele. Donc il sait de quoi il parle. Et il dit que mais je ne sais pas, il a même dit que je ne sais même pas à quoi vous êtes en train de jouer dans cette assemblée. Oui, c'est ce qu'il a dit. Arrêtez de jouer avec la vie d'un pays. Parce que lui, il est persuadé que ce qui se passe là, le Paul Biya que lui connaît là ne ferait pas ce qu'il est en train de faire là. Tout le monde connaît la méticulosité de Paul Biya. Tous les universitaires qui ont travaillé avec Paul Biya, que moi j'ai eu peut-être la chance de connaître, que ce soit les José Ona, les Conchou et consorts, le sultan et tout, vous diront que c'est quelqu'un qui met un point fondamental aux formes lorsqu'il s'agit des textes de loi. Parce que lui-même est d'abord juriste publiciste et politologue sur les bords. Donc, quand il voit un texte de loi arriver sans technique, qui n'obéit à aucune règle de la linguistique et tout, il dit que non, quand on est le 1er avril, non, mais comment les gens peuvent dire qu'il y a quelque chose comme ça là. C'est ça le problème. Donc pour lui, c'était un poisson d'avril. Donc, oui, il croyait jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la famille. C'est-à-dire que dans la fête, c'est vrai, c'est comme quand on annonce un deuil là. Tu dis que non, quand je vais aller voir le corps avant de croire. Donc il est venu là pour voir que dans les enfants, ils vont faire ce qu'ils veulent faire pour de vrai. Deuxième chose, comme le disait Yodji tout à l'heure, on est déjà dans une guerre de clans qui vampirise le Cameroun à tous les niveaux. Regardez comment les ministres meurent même. Les directeurs généraux décèdent, l'API, voilà le directeur de l'ANIF qui est mort encore, etc. On n'arrive pas à chanter avec tout ça, on n'arrive pas à remplacer. Pourquoi? Parce que la guerre de clans est tellement cristallisée que tout est inerte. Donc c'est pour des fonctions que je dirais basiques comme celle-là et tout. Puisque dès le lendemain, comme je l'ai dit dans ma publication sur les réseaux sociaux, sur Facebook, dès le jour qu'on va nommer le vice-président, les gars vont identifier le clan auquel il appartient. Les autres vont commencer à sentir que leur père est arrivé. On va connaître celui parce que son caractère totalement, ce qui l'a affaibli, c'est son caractère essentiellement révocable. Puisque les gens savent que si on le salit dans les journaux, si on le piège avec l'argent, si on fait ceci, ça fait faire que le président, avec les notes de renseignement, que non, il veut te tuer. Il a même eu les rebelles qui sont là en Centrafrique, qui veulent entrer au Cameroun, etc., pour prendre le pouvoir, etc. Ça va l'affaiblir et le président va pouvoir le remplacer. Ça sera la première guerre. Deuxième chose, ça peut même créer un troisième clan. Parce que nous, à Yaoundé, on connaît les deux principaux clans qui s'opposent là et qui se manifestent dans tout ce que vous voyez. Tout à l'heure, vous allez d'ailleurs nous donner ces deux clans. A parlé. J'ai vu des gens, pour relativiser, dire qu'ils faisaient la comédie. Certains ont dit que c'était une façon de dire que bon, même de l'intérieur. Ça me rappelle c'est au plan international, ce dont ont été victimes des gens comme les Michel Haddad, je crois bien, qui a écrit Archéologie du sionisme. Des gens comme les Noam Chomsky. Lorsqu'ils condamnaient le sionisme et la dérive sioniste, on disait que non, ce sont les bons juifs qu'on met seulement là pour crédibiliser et faire le pour et contre, etc. Et ils le vivaient très mal parce qu'ils étaient rejetés par leurs frères. Et à l'extérieur, on les suspectait.
Donc, vous voyez un peu. Et c'est l'une des techniques qu'on utilise chez nous, même dans le tribalisme politique. Quand vous allez voir un bêtis va condamner, on va dire que non, mais on sait que les bêtis, après, il va aller voir ses frères la nuit, etc. Un Bamileke qui adore aider, on dit que non, tu viens ici là le jour, non, c'est là où tu parles la nuit, les vrais, pour les gens de camp là, etc. Donc, pour dire quoi, c'est juste une technique usitée pour discréditer un moment grave. Moi, j'ai eu à le vivre. Quand le sultan, le feu sultan Ibrahim Bomonjoya avait fait son discours grand dialogue national, les gens ont aussitôt fait de dire que non, c'était la communauté tout. Et moi, comme je le disais tantôt, pourquoi je vais vivre les institutions de l'intérieur ou de près? Moi, quand je vais apprendre quelque chose, j'appelle le concerné. Peut-être dans les jours à venir, quand je serai à Yaoundé, je vais chercher à voir le père Zengele pour me dire que, gars, explique-moi bien ton affaire là. Et quand le sultan avait fait son discours, j'ai entendu les gens raconter des histoires, j'ai même suivi, même certains jeunes encore écrits là pour se donner bonne conscience. Ça n'avait rien à voir. Puisque j'ai déjà fait l'entretien avec lui, j'ai l'autorisation de le dire. Les gens ne savent pas, lors du grand dialogue national, c'est la présidence qui appelle le sultan et lui dit que dans l'organisation là, tu vas faire un discours en tant que l'un des doyens. Et il arrive, le chargé de mission de la primature lui apporte une mouture du discours à son domicile à la briqueterie. Il lit et il se dit que mais pour un moment historique, on m'amène les verdiages que le président de la République va conduire sagement le pays au sortir d'ici et tout. Et il a dit que moi je ne peux pas rater cette occasion parce que ce qui se passe là est gravissime. Les gens sont en train de mourir. C'est là où il s'assoit, il réunit son équipe, il fait saisir son discours de 3 pages. Qu'il a pris, il a mis dans sa gandoura. Donc elle arrivait au palais de congrès. Il avait le discours de la primature en main dans une chemise bleue. Et si vous regardez les images, il sort le discours de sa poche pour le lire. Et quand il finit de lire dans la salle, le lendemain, vous avez un flopé d'élite Bamoun qui crie à la présidence pour dire que vraiment c'est de se solidariser vraiment. Le père là est déjà vieux, monsieur le président, c'est vrai qu'il est même déjà vieux, machin, tout. Et ce qui est bizarre, c'est que lors de la présentation des vœux, Paul Biya va saluer tout le monde et tout. Après, il va se rappeler qu'il n'a pas salué, il va revenir vers lui, ils vont discuter peut-être pendant 5 minutes. Ah bah moi, le soir, je vais le voir. Je dis que mais c'est comment ton ami t'a dit que on leur a fait le tais-toi. Ouais, c'était la panique, la peur, panique tout le monde. Même il faut voir le regard de John Boutté qui commence à parler. John Boutté, ne pouvant pas le couper, un peu comme Dato était l'autre jour là, ne pouvant pas le couper, mais disant que ouais, le père s'ils sont encore doit avec le jazz, c'est vraiment, c'est quelle malchance, ça c'est à mon tour. Et John Boutté venait d'être premier ministre comme Dato venait d'être président. Le type c'est attends quand c'est mon tour pour venir faire les choses comme ça là, comment. Donc, le gars il était désemparé, etc. Mais quand vous êtes dans l'antichambre où ces genres de trucs se passent. Je suis sûr que quand Zengele est rentré chez lui, il s'est confié à ces gens. Il a seulement dit que mais je ne peux pas accepter que les choses se passent comme ça. Mais vous avez des gens, des jeunes, entre guillemets, qui, parce qu'ils se sont compromis jusqu'à la moelle, pour se donner bonne conscience, se justifier, vont vous dire que Zengele. Mais suivez, il y a ce qu'on appelle le body language. Suivez l'intonation de Zengele. Suivez même son discours. Même quand elle est sortie, sa gestuelle, elle a donné l'interview là sur le perron avec, à certains médias. Mais le gars est décontenancé. Et moi, quand je vais rentrer là à Yaoundé, je vais chercher à le rencontrer. Je vais dire que le père, comme moi, je vais trouver à la source là que, avant qu'on nous arrête, nous enferme, nous tous là, explique-nous bien qu'est-ce qui s'est passé et je vais vous dire. Donc, vous avez des gens comme ça là. Mais il peut aussi se tromper. Où en est-on avec le gouvernement au Cameroun? Au même point que depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, au même point qu'après la prestation de serment de Paul Biya le 6 novembre de la même année, au même point après son adresse à la nation le 31 décembre 2025, quand il annonçait un gouvernement dans quelques jours. 2 mois après, le 10 février 2026, il a encore rappelé dans son discours qu'il n'a pas oublié qu'il est conscient que le pays attend impatiemment un gouvernement. Et puis il est reparti, lui qui de par ses fonctions nomme aux emplois civils et militaires, nomme un premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. 7 mois après un nouveau mandat, le pays attend toujours et cherche aussi à comprendre, jusqu'en psychologie. Elle enseigne un phénomène appelé procrastination, une expression très usitée aussi par les évangélistes de la nouvelle naissance qui recommandent à leurs auditoires de l'éviter, de ne pas tomber dans ce piège. La procrastination, c'est l'habitude de reporter inutilement des tâches à plus tard, souvent par peur de l'échec, perfectionnisme ou manque de motivation, entraînant culpabilité et stress. Ce comportement courant qui touche la majorité des étudiants et de nombreux adultes est une gestion émotionnelle inefficace plutôt qu'une simple paresse, pouvant être surmontée par des objectifs clairs et une meilleure gestion du temps. Les causes principales sont la peur de l'échec ou de la réussite, le besoin de perfectionnisme, l'anxiété face à la tâche, la faible estime de soi et la recherche d'un plaisir immédiat. Tout se joue dans la tête où le cerveau préfère la récompense immédiate, le divertissement au bénéfice futur, cherchant à éviter les émotions négatives liées à une tâche. Les conséquences sont l'anxiété, la culpabilité, la baisse de productivité, le retard dans les projets et la dégradation de la santé mentale. Il y a aussi des croyances que d'aucuns qualifient de malsaines qui sont associées à la procrastination. 1. En faire à sa tête. Par exemple, on devrait faire les choses comme je veux. Je ne devrais pas avoir à faire ce que je ne veux pas, même si quelqu'un d'autre l'exige. 2. La recherche du plaisir. Exemple, la vie est trop courte pour la passer à faire des choses ennuyeuses ou difficiles et il faut toujours commencer par s'amuser. 3. La peur de l'échec ou de la désapprobation. Exemple, il me faut faire les choses parfaitement, sinon j'échouerai et on me jugera. 4. La peur de l'incertitude ou d'une catastrophe. Exemple, je dois savoir absolument ce qui va se passer et si c'est négatif, il vaut mieux ne rien faire que de prendre des risques. 5. La faible confiance en soi. Exemple, je ne peux pas le faire, je suis trop incapable et médiocre. 6. L'épuisement. Exemple, je ne peux rien faire quand je ressens du stress, de la fatigue, de la déprime ou un manque de motivation. Chacune de ces situations pourrait expliquer la procrastination que subit la formation d'un gouvernement pour le 8e mandat de Paul Biya.
Les études qui mettent en évidence le phénomène de la procrastination proposent pour sortir de là d'avaler le crapaud, selon une expression qui veut dire commencer par les tâches les plus difficiles. Mais il faut d'abord vouloir sortir de là si on a conscience que c'est un problème, parce qu'elle peut aussi être une stratégie quand on rentre en politique. Une stratégie de l'usure pour fatiguer le camp d'en face, affirmer qu'on détient le pouvoir, qu'on a le temps pendant que les autres ont la montre. Au mieux, dans ce cas, le politicien peut créer une distraction pour occuper les esprits, détourner l'attention avec l'effet cosmétique en présentant à l'opinion un fait apparemment très important, mais qui dans le fond n'a d'importance que ce qu'on lui accorde. La vice-présidence au Cameroun, par exemple, est l'un de ces effets cosmétiques que le pouvoir de Yaoundé a trouvé pour faire oublier un peu le gouvernement attendu. Présenté comme une importante personnalité, il s'est avéré avec l'adoption de la modification de la Constitution le 4 avril 2026 être un premier ministre qui, comme les autres membres du gouvernement, ne détient aucun mandat du peuple. Son ascension est tributaire du bon vouloir du président de la République qui peut le faire et le défaire au rythme de son pouvoir discrétionnaire. Il bénéficie de la même force du décret qu'un sous-préfet d'arrondissement, tout un vice-président de la République. Même le doyen d'âge du Sénat, René Zekele, du parti au pouvoir, s'en est offusqué devant le Congrès avant l'adoption du texte. Je cite. Si ce vice-président doit être nommable et révocable à soi, cela veut dire qu'il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif et elle ne s'obtient pas avec le caractère mouvable de l'homme qu'on appelle au secours, qu'on appelle le vice-président. Un vice-président qui peut devenir président, c'est-à-dire appelé à gouverner les Camerounais, ne peut pas être taillable et corvéable à merci. En quoi il va être plus efficace que ceux qui sont nommés maintenant? Le texte est à reprendre. La précipitation avec laquelle la réforme est conduite est suspecte. Fin de citation. Le texte est passé malgré tout. Le but était au mieux pour le président de s'arroger le pouvoir de choisir son successeur et accessoirement de détourner l'attention de l'opinion sur un gouvernement résolument englué dans la procrastination. Paul Biya aime prendre du temps et semble comme Alphonse de Lamartine avoir demandé au temps de suspendre son vol. Mais la réplique à cette demande est connue. Pour combien de temps? À demain. Si vous permettez. Davantage, le RDPC ne redoute pas la défaite, mais sa destruction totale. Ce qui s'est passé lors des élections régionales. Dans le sud. Non, le sud et à l'est. Bastion du président, ce qui leur a permis de gagner, était assez traumatisant pour eux. Qu'ils sentent qu'au-delà de la menace externe, la menace interne d'implosion est à son sommet. Emmanuel Coco,